Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de l'année 2024, une réaction à l'actualité. Et avant de commencer, je voulais vous souhaiter meilleurs vœux pour cette année qui s'annonce plus qu'intense sur le plan géopolitique. Nous allons faire simple, on va rentrer directement dedans. Il s'agit de traiter l'attaque qui a eu lieu sur un navire du Danemark le 31 décembre par 4 petites embarcations mises en œuvre par les Houthis, dont 3 ne rentreront jamais au Yémen. Le plan aujourd'hui va être très simple. Dans un premier temps, je vais vous présenter les protagonistes. Ensuite, derrière, nous allons regarder un petit peu plus dans le détail les informations disponibles et essayer de comprendre le scénario, ce qui a pu se passer en mer Rouge. Et ensuite, nous allons prendre un petit peu de recul jusqu'à nous interroger un petit peu sur l'évolution de l'Europe de la défense, que j'ai déjà appelé en 2023 l'Europe de la dépense, et voir comment il est possible, en ce début 2024, de relier un petit peu tous les petits points, toutes les petites briques d'annonces de ces derniers mois vers un ensemble qui est de plus en plus cohérent. Allez, j'en dis pas plus, premier jingle de l'année. Alors on se croirait dans un nouvel épisode de Team America. Déposez vos armes, tout de suite. Pourquoi ils font jamais ce qu'on leur dit de faire? L'US Navy a pu montrer son domaine d'excellence, ce pourquoi ses marins s'entraînent toute l'année, à savoir intervenir pour permettre la liberté de navigation. C'est une des missions de la marine américaine et ils l'ont fait avec brio. Il faut être franc. Alors si je vous dis navire de commerce attaqué par des pirates, vous allez forcément penser capitaine Phillips. Là, la situation est légèrement différente. Parler de piraterie maritime ne serait pas vraiment juste. Il s'agit des Houthis qui ont déclaré qu'ils sont là pour faire un blocus pour soutenir le Hamas à Gaza. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Néanmoins, depuis octobre dernier, ils ont fait une multitude d'attaques contre des navires israéliens, mais pas que. Et ils ont été engagés une multitude de fois, non pas directement, mais à chaque fois, ce sont leurs drones, leurs missiles de croisière, leurs missiles balistiques qui ont été détruits. Le 31 décembre, pour la première fois, il y a eu décès de Houthis, si je peux dire, ce qui met le score, en ce début 2024, à 3-0 pour la coalition. Le 19 novembre dernier, des Houthis avaient fait une opération qui avait fait grand bruit, où avec un hélicoptère, ils avaient fait une dépose de commando, si je puis dire, directement sur le Galaxy Leader, un navire britannique, et ayant pris possession de ce navire qu'ils ont encore maintenant et avec lequel ils font des vidéos, croyez-le ou pas, sur TikTok. Mais le 31, ça ne s'est pas du tout passé comme le 19 novembre. Notre protagoniste, c'est le Maersk Hangzhou. Hangzhou, c'est le nom d'une circonscription en Chine qui a environ 10 millions d'habitants. Maersk, c'est le géant des mers. Créé en 1904, il y a maintenant 119 ans, c'est une entreprise qui est basée au Danemark, qui a généré près de 82 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, pour des bénéfices avant impôts, accrochez-vous bien, de près de 30 milliards de dollars. Grosso modo, 8 fois le budget militaire du Danemark. C'est 105 000 employés à travers le monde, c'est la 161e compagnie mondiale, mais surtout, il possède 18% de la flotte mondiale et assure 16% du trafic international de containers. Alors, je ne vais pas revenir sur pourquoi le Danemark est une nation de marins. Le Danemark, c'est 443 îles, 7300 km de côte. Ils n'ont pas beaucoup de ressources au niveau de leurs terres et c'est pour ça qu'ils ont toujours été tournés vers la mer et ce depuis l'époque des Vikings. Au XVIIe siècle déjà, ils avaient des comptoirs en Inde, en Afrique et dans les Antilles. Le navire en question, il mesure 353 mètres de long. Je vous rappelle que le Charles de Gaulle, c'est 261,5 mètres. Donc ça fait la taille d'un porte-avions américain, même un peu plus long. 54 mètres de large, 17 mètres de tirant d'eau. C'est donc un monstre des mers qui a été fabriqué il y a seulement quelques années, puisqu'il est sorti en 2018. Il est appareillé le 18 décembre dernier de Singapour et devait passer Suez juste dans 2 jours, là, le 3 janvier. Il n'en est pas à sa première altercation avec les Houthis, car 24 heures avant son tentative d'attaque au petit matin, il a été attaqué par
non seulement un missile qui a fait but, qui a touché le navire, mais qui n'a pas fait de dégâts majeurs, mais également visé par 2 missiles balistiques qui ont été interceptés par l'USS Gravely et l'USS Laboon. Il a donc fait un mayday et été assisté par ces 2 navires américains avant, au petit matin du 31, à 6h30, d'être attaqué par les 4 petites embarcations. Dans la zone, il y a énormément de vaisseaux militaires. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, vous avez du navire américain, navire français, multitude de nations. Vous avez même les Iraniens qui viennent d'arriver dans la zone et quelques Chinois. Alors qu'à 6h30 du matin, les 4 petites embarcations s'approchent du Hangzhou et essayent de l'attaquer par la gauche, une équipe de sociétés militaires privées présente à bord du navire. Il y a des militaires privés qui sont utilisés par les grandes compagnies pour protéger les navires. Ils vont aider à repousser l'attaque. L'alerte va être donnée. Le Gravely, qui la veille a attaqué et intercepté 2 missiles balistiques, va envoyer un hélicoptère. Et c'est également rien d'autre que le porte-avions présent dans la zone qui va envoyer également un hélicoptère. Et nous avons donc 2 MH-60, probablement des S, qui vont intervenir et qui vont arriver sur zone, qui vont voir ce navire absolument énorme avec 4 embarcations sur la gauche qui ouvrent le feu, qui tirent avec de l'arme légère vers le navire, ces échanges de coups de feu, et alors que les hélicoptères arrivent, d'après la déclaration américaine, ils vont être pris à partie par les Houthis, et à ce moment-là, en accord avec le droit international, dans les eaux internationales, en légitime défense, les Américains vont répondre et ouvrir le feu, détruisant 3 petites embarcations et laissant la 4e rejoindre le Yémen. Alors si vous pensez combat entre hélicoptères et des choses au sol, vous pensez peut-être forcément à Full Metal Jacket et son side gunner, comme on dit, son mitrailleur et son fameux Get Some. Les Seahawks sont équipés de 50 cal, comme on dit, de calibre 50 également, et il n'est pas impossible, à l'heure actuelle, nous n'avons pas l'information, que ce se soit terminé comme ça. Vous pensez peut-être également à Bad Boys. Alors, la chose à ne surtout pas faire avec un hélicoptère, c'est se rapprocher à portée létale pour votre hélicoptère. Donc cette scène connue dans le cinéma est probablement ce qui s'est surtout pas passé au large du Yémen. Et puisque nous sommes dans les films en ce début d'année, vous connaissez forcément Black Hawk Down, la chute du Faucon Noir, ce qui me permet de vous rappeler que les hélicoptères, même si le MH-60 est très apprécié par ses équipages, a d'excellentes statistiques de sécurité, eh bien, il ne faut pas oublier qu'un aéronef est très vulnérable. Je vous rappelle que lors de la guerre du Vietnam, en 10 ans, c'est plus de 10 000 aéronefs américains qui ont été détruits, la plupart des hélicoptères, certains même avec une seule balle de Kalachnikov mal placée au niveau des rotors. Vous voulez donc, en tant que pilote d'hélicoptère, dans de l'anti-piraterie ou dans de l'intervention en mer, toujours garder de la distance pour ne pas vous faire engager par les armes légères qui peuvent être extrêmement dangereuses si vous vous rapprochez. Et je vous rappelle que le poids est l'ennemi dans l'aviation, donc le blindage, ce n'est pas forcément quelque chose de très développé. Nous l'avons malheureusement vu en Afrique avec le décès du commandant Boiteux qui avait été touché par du tir d'armes légères en France. Maintenant, ce qu'on peut dire rapidement quand même sur le MH-60, sur ces fameux Seahawks, c'est que par rapport à la version terrestre, vous avez cette petite roulette qui est beaucoup plus proche. Ça permet un rayon de virage beaucoup plus serré quand on déplace l'hélicoptère sur le pont d'envol ou sur les frégates. Quand vous êtes en stationnaire, il a le nez 5 degrés vers le haut et il est incliné 2 degrés vers la gauche. Il n'y a rien de droit dans un hélicoptère. D'ailleurs, on n'a toujours pas compris comment ça vole, blague à part. Et donc, s'ils étaient en stationnaire pour pouvoir ouvrir le feu, eh bien, ça ressemble à 5 degrés vers le haut, 2 degrés à gauche. C'est à l'heure actuelle les seuls aéronefs de la flotte américaine qui ne puissent pas ravitailler en vol, car ces versions-là ne ravitaillent pas en vol, mais vous pouvez ravitailler en faisant du stationnaire, comme sur cette photo. Et pour terminer, vous avez 5h30 d'autonomie. Ça vous permet donc beaucoup d'allonge et si besoin, l'hélicoptère peut monter à 10 000 pieds sans aucun souci. Certains Seahawks sont déjà montés à 15 000 pieds. Niveau armement, si ça s'est pas fini à la 50, eh bien il a du M240, du M2, du Hellfire également qu'il a probablement utilisé pour pouvoir rester à distance. Les Seahawks font énormément de missions différentes, que ce soit de la récupération et du sauvetage, que ce soit au combat, en temps de paix, de l'anti-sous-marin, de l'anti-navire, de la dépose de commando. C'est un petit peu les omnirôles également, mais de la voilure tournante comme on dit. Et à bord du porte-avions américain, c'est probablement le HSC-7 qui est intervenu. Toujours est-il, une des embarcations est retournée au Yémen. Les déclarations parlent de 10 combattants Houthis décédés sur ces 3 embarcations. Nous sommes donc sur de la petite embarcation légère et une attaque
de bon matin, probablement pour profiter des conditions de mer les plus favorables pour faire de la haute vitesse avec ces frêles embarcations. De son côté, vous vous doutez bien que le navire a essayé de se défendre, ils ont probablement du barbelé, des clôtures électriques, il existe même des systèmes acoustiques pour essayer de repousser les adversaires, ou le classique canon à eau. En définitive, c'est le CVN-69, l'Eisenhower, et le DDG-107, le Gravely, qui ont sauvé ce navire danois, et c'est là où ça devient intéressant. Pour mes premiers 2 cents de l'année, on va prendre un petit peu de recul. Je vous ai déjà parlé sur cette chaîne que les États-Unis cherchaient sûrement de l'escarmouche maritime pour montrer au monde entier leur supériorité. Je vous rappelle qu'avec un budget de plus de 800 milliards de dollars par an, ils ont un savoir-faire unique et ils ont une capacité d'action sur l'escarmouche qui, il faut être franc, est très impressionnante. Ça ressemble encore une fois à un sans faute de leur part. Je vous rappelle quand même que pour tirer sur un navire, c'est une cible mobile, ce n'est pas facile. Si vous prenez un navire qui se déplace à 30 nœuds, il fait 15 mètres par seconde. Si vous voulez ouvrir le feu à 4000 mètres, eh bien, entre le moment où vous tirez et l'endroit où il faut viser, il y a environ 80 mètres d'anticipation à mettre en place. Dans la marine, on s'entraîne beaucoup à ce type d'opération. C'est ce qu'on appelle le tir sur BR, but remorqué, avec un navire qui traîne une cible, qui fait une gerbe d'eau. Il faut anticiper, mettre de la correction pour tirer vers la position future de la cible. Donc si l'adversaire slalom, ce n'est pas facile. Le point intéressant sur l'engagement du 31, c'est le cadre des règles d'engagement. Pour une fois, j'ai envie de vous dire, il n'y a aucune question à se poser. Au international, ouverture du feu de la part des Houthis sur les Américains, réponse létale, c'est by the book, il n'y a absolument aucun doute sur le cadre légal de cette intervention. Pourquoi laisser la 4e embarcation s'enfuir et retourner à terre à environ une centaine de kilomètres de là? Différentes possibilités. La première, c'est justement les règles d'engagement. Si cette 4e embarcation n'a pas ouvert le feu sur les hélicoptères, ces derniers n'ont pas pu et n'ont pas voulu ouvrir le feu. Vous pouvez également penser à un souci sinon de stock de munitions à bord, mais avec 2 hélicoptères qui interviennent sur scène, c'est peu probable. Et également un souci pétrole, mais avec 5h30 d'autonomie par hélicoptère, peu probable également. Autre possibilité, c'est la volonté de laisser repartir des combattants Houthis pour qu'ils puissent débriefer, pour qu'ils puissent dire à leurs camarades ce qu'on vient de faire en ce 31-12 n'était pas une situation d'avenir. Maintenant, le vrai point qui m'intéresse, c'est la marine danoise. Les Danois, c'est environ 4,3 milliards de dollars de budget de défense. Ils appartiennent à l'OTAN depuis 1949. Leur armée de l'air est forcément équipée de F-16. Ils viennent d'acheter du F-35. Ils viennent d'annoncer l'envoi du Iver Huitfeldt, 6600 tonnes de diplomatie. 2 mois après le début des tensions en mer Rouge, il était temps d'y aller. Et la marine danoise, pour vous donner une idée, alors qu'on a vu que Maersk c'est une des plus grosses flottes au monde, la marine danoise, c'est 3600 hommes. D'ailleurs, ils ont un petit trait en commun avec la marine française, c'est que je vous rappelle que l'amiral Delaborde a ordonné le sabordage dans la rade de Toulon le 27 novembre 42. D'ailleurs, pour ça, il a été condamné à mort, plus tard gracié. Laborde, saborde, il y a une contrepétrie facile. Mais les Danois, en 1943, le 29 août pour être précis, pareil, ont fait l'opération Safari. Ils ont sabordé 32 de leurs 52 navires, 6 ont réussi à s'enfuir et 14 ont été capturés par les Allemands. Donc si vous êtes marin danois, vous avez plus en commun avec les marins français que vous ne pensez. Toujours est-il, l'information qui n'a pas pris toute l'ampleur dans les médias qu'elle aurait dû en cette fin 2023, c'était les accords entre le Danemark et les États-Unis qui, après 70 ans sans présence américaine dans leur pays, depuis 1953, il n'y a pas de base américaine au Danemark, viennent de signer le 19 décembre dernier un accord pour permettre l'implantation permanente sur 3 bases danoises de forces américaines et l'utilisation du port de Esbjerg par les Américains. C'est donc l'ouverture du Danemark à une présence et au stockage de munitions permanent américain. Tout ça alors qu'il y avait des tensions en mer Rouge et qu'il n'y avait pas de navires danois présents sur place en nombre suffisant pour protéger les intérêts souverains. Cette signature n'est pas unique au Danemark. Vous avez également la Finlande qui vient d'accepter 15 bases américaines permanentes sur son territoire et la Suède, 17 bases permanentes américaines. En parallèle de tout ça, vous avez des nouvelles bases qui sont en train de reprendre vie dans le Pacifique pour les États-Unis, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. En définitive, et ce qu'on peut retenir pour ce début 2024, c'est qu'à une époque, les choses étaient simples.
vous étiez soit temps de paix, soit temps de guerre. Nous sommes entrés dans une phase, dans un cycle où à l'heure actuelle, certaines nations sont en économie de guerre, d'autres condamnent avec la plus grande fermeté, d'autres encore font des annonces, mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez un budget de défense de 4 milliards de dollars, vous ne pouvez pas protéger votre flotte de marine marchande et vous êtes alors obligé, peut-être, de laisser des gens s'installer à temps plein avec armes et munitions dans votre pays pour continuer à vivre comme en temps de paix. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2024. N'hésitez pas à vous abonner, nous allons nous retrouver et je suis impatient de vous annoncer courant janvier une nouvelle activité que nous allons faire au sein de Débrief qui, comme vous le savez, fait déjà des formations et des interventions en entreprise, que ce soit de la conférence ou du workshop, mais nous venons diversifier un petit peu. On vous en dira plus courant janvier. Fly safe.